Comment as-tu débuté dans ce métier d'artiste? Oui, d'ailleurs ça me rappelle quelque chose que James Hodge m'avait dit à mes débuts, quand il m'avait dit « Mais Mimosa, ce n'est pas un magicien, c'est un homme de spectacle ». Sur le coup, je n'avais pas compris, et 20 ans après, je comprends très bien. Alors, contrairement aux autres, moi j'ai pas commencé avec une boîte très tôt, c'est-à-dire j'ai vécu mon enfance en Bretagne, sans la télé, et bon, je travaillais bien à l'école, pas très bien. J'ai commencé à très bien travailler en première et en terminale, même en terminale. Donc là, je ne faisais pas du tout de magie, rien. Mais il y avait déjà des choses. C'est-à-dire que dans l'école, donc au lycée, je faisais rire tout le monde. Avec quelque chose que je ne savais pas, maintenant je la caractérise, c'est la présence. C'est-à-dire que quand le professeur m'appelait pour que je passe au tableau, aussitôt, il y avait le silence dans toute la classe. Et ça, je l'avais déjà. Alors, en terminale C, je prenais même plus de notes. J'avais 16 de moyenne, le second avait 12. Alors, ce qui arrive, on doit faire maths sup, maths spé, ce que j'ai fait à Rennes. Et puis, on intègre une grande école. Voilà. Alors, je dois dire une chose quand même, c'est les classes préparatoires, j'ai quand même vu des gens brillants. C'est-à-dire que les gens intelligents ne me font plus peur parce que j'ai vu des gens vraiment supérieurs. En terminale, j'étais le premier, mais largement. En maths sup, dans ma maths sup, je n'étais plus que le 5e. Il y avait 4 classes de maths sup. Et à la fin de l'année, on prend les 5 meilleurs de chaque maths supérieure pour faire une super mathématique spéciale, la M'. Donc je suis passé déjà à 2 justesses. On était 35, et dans les 35, j'ai vu 2 phénomènes. Des gens qu'on voit jamais plus après, plus le professeur. Donc là, on devient vraiment très humble. Voilà. Et après, donc j'intègre Centrale, mais là, Centrale, c'est pas les meilleurs déjà qui sont là. Les meilleurs, ils sont partis à Polytechnique, à Hume. Donc Centrale, j'étais plus à l'aise déjà. Mais et c'est à Centrale que j'ai commencé, comme on avait beaucoup de temps libre, il y avait beaucoup de clubs. Et c'est là que j'ai vu, il y avait le club de cirque, notamment le club cirque, et on devait préparer, toutes les grandes écoles à l'époque préparaient un numéro de cette grande école pour présenter un spectacle de cirque, et chaque année on changeait de numéro. Et c'est là que j'ai appris le funambulisme, puis l'année suivante le jonglage, et enfin le monocycle. Ah, tu as vraiment commencé par le cirque en fait? Oui, mais je ne savais pas, mais dans tout ce qui a suivi, j'ai toujours été à cheval dans la partie spectacle, sur la magie et sur le cirque. Tandis que d'autres, ça peut être la magie plus le cinéma, bon, je pense à Gaëtan Bloom. D'autres, ça peut être comme James Hodge à cheval sur la magie et le théâtre. Moi, il s'est trouvé que c'était toujours plus par le destin que par choix, donc la magie et le cirque. D'accord. Et il y a aussi, à Centrale, donc le week-end, j'allais aussi sur la place Beaubourg. C'est là que j'ai eu le goût pour les spectacles de rue. À Beaubourg, je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais déjà l'œil. C'est-à-dire qu'il y avait des artistes qui me plaisaient, mais qui n'avaient pas forcément le plus grand cercle. C'est là que j'ai vu, maintenant je le sais, à l'époque je ne savais pas, Les Bub, qui faisait un mime avec ballon, que j'ai copié, parce qu'au début on commence par copier, parce que à mes débuts j'étais plus connu pour ce fameux numéro de mime avec un ballon. Et aussi un autre artiste, Peter Chubb. Peter Chubb qui devait... que je suivais partout dans la rue, au point de le fréquenter, d'aller où il habitait, avant qu'il soit connu, avant qu'il devienne une grande star, parce qu'il s'est inscrit un an plus tard au Cercle de Demain, où il a eu une médaille d'or. Il a été embauché ensuite chez Roncalli, en Allemagne, où là c'est devenu une immense star. Mais je l'ai vu commencer là-bas. Je regrette juste d'être arrivé trop tard pour voir David Shiner, qui faisait Beaubourg, je crois, en 79-80. Quand j'allais à Beaubourg, c'était plutôt 82-83. Et c'est aussi à l'école centrale, en 3e année, que s'est remonté le club de magie, où est venu Duvivier. Donc un club de magie à Centrale? Oui, il y a toujours eu un club de magie, mais des fois il était en extinction, puis il renaissait de ses cendres. Donc les 2 premières années, il n'y en avait plus, et la 3e année,
C'est Philippe de Pertuis, Ah oui. donc qui travaille donc au fond, qui était à Centrale aussi, qui avait fait venir son professeur. Et moi, la magie avant, je pensais que c'était toujours avec du matériel truqué. Et c'est la première fois que j'ai vu des tours de magie sans rien comprendre, parce que je ne savais pas qu'il existait des choses comme la levée double ou un Hemsley. Ça, c'était une découverte. Voilà, donc j'ai pris des cours, on était une dizaine pendant un an, avant de me faire mettre à la porte par le professeur sans aucune raison. Je pense qu'il avait une intuition que des années plus tard, on allait avoir de gros problèmes et que j'étais pas très malléable. Et donc c'est comme ça que tu as commencé la magie. Et alors c'est en quelle année ça à peu près? Alors l'école centrale, c'est entre 81 et 85. D'accord, donc c'est dans ces années-là que tu as commencé la magie. Et c'est là aussi que je suis rentré en parallèle donc à l'AFA Paris. D'accord. Donc d'ailleurs, comme le professeur de Duvivier n'était pas content, il me traitait de l'AFAPien, comme il mettait un surnom à tout le monde, c'était l'AFAPien parce que je fréquentais l'AFAP. Où là je suis rentré à peu près la même année, à un an près que Bébel, Mirouf et tout ça quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait les premiers livres d'Ornecker, Ouais. il n'y avait aucune vidéo, donc pour apprendre, il n'y avait que les clubs. Et on ne rentrait pas à la fac tout de suite. Avant, il y avait le cours de préparation avec Gautron, et on a tous fait le cours Gautron 58. Donc j'ai redoublé le cours de Gautron 5 années. Pourquoi le cours de Gautron? Ben, Gautron faisait les cours d'initiation depuis déjà 30 ou 40 ans, avec Giza, aussi à l'époque, mais la première partie, 21h, 22h, c'était ce qu'on appelait le cours Gautron. Gautron qui est un ancien prof de Centrale, aussi. Et après, entre 22h et 23h, c'était le cours Giza. Voilà, et donc il y a des choses, on revoyait chaque année les mêmes choses, mais dans les clubs, on apprend quand même sans avoir donc un aperçu comme il y a maintenant avec les DVD, on apprend quand même beaucoup de choses. Et puis on rencontre des gens surtout. Oui, on rencontre des gens et c'est ce qui change avec Internet, c'est que si on prend des photos de l'époque des gens qui étaient au club de l'AFA de Paris, donc dans les années 85, si on regarde ces gens-là 20 ans après, ils sont encore tous là pratiquement. Et ce qui n'est pas le cas avec Internet. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu étais à Centrale, tu étais promis à une autre carrière peut-être, qu'artiste? Oui, mais le problème c'est que j'étais pas fait pour être chef, j'étais pas né cadre. Ouais. Et un ingénieur de grande école, on ne lui demande pas d'être technicien, ce que j'aurais fait très bien, ce que je fais très bien. Jusqu'il y a encore 6-7 ans, je faisais des conférences aux informaticiens dans mon temps libre. J'ai toujours aimé la technique, mais j'étais pas fait pour être chef. Surtout à l'époque, parce qu'après j'étais président d'un club, donc on en reviendra, mais j'étais président de club à 40 ans. C'était plus tout pareil, mais à 23 ans, j'étais pas fait du tout pour être cadre. Après, donc, j'ai commencé à apprendre des techniques de base à l'école centrale, donc le jonglage, parce que ça ne s'oublie pas, le jonglage, j'ai appris là-bas à jongler avec 5 balles, et après j'ai travaillé comme informaticien et ingénieur, on va dire 4 ans, mais très vite à temps partiel. C'est-à-dire que je libérais du temps libre pour apprendre la magie, le jonglage, aller dans les congrès, les conventions. Et là, il y a eu le tournant. Le tournant, c'est en 89 où je me suis inscrit au festival du Cirque de Demain comme clown. Et à la surprise générale, j'ai triomphé donc aux qualifications françaises. Donc ça, c'était en janvier 89. Et à la fin du mois, j'étais au Cirque d'hiver. Où là, mais j'avais pas l'expérience du public. J'avais déjà, on va dire, cette présence. Ce qui fait que je pouvais faire n'importe quoi et ça passait. Mais j'avais pas assez l'expérience du public et se retrouver donc au Cirque d'hiver qui est immense, là j'étais pas prêt quoi. Par rapport à un Peter Schub qui avait fait la rue pendant 10 ans avant quoi. Et dans les mêmes années, il y a eu 2 rencontres importantes. Enfin, une première d'abord, quelqu'un que je considère comme mon maître, c'est Vadini.
J'ai eu de la chance, c'est le destin qui l'a mis sur ma route. Alors Vadini, on ne le connaît pas très bien. Là, ça fait quelques années qu'il est à Londres. Mais le peu de temps où on a été ensemble, j'ai appris beaucoup. Rien en le regardant. Il y avait des choses qu'il faisait que je trouvais hallucinant et que j'ai pu refaire moi-même, mais 20 ans après. Parce que je suis quelqu'un de lent. Autant en mathématiques qu'en informatique, je travaille bien, mais je suis quelqu'un de très lent. Vadini, on l'a découvert au congrès de Versailles, quand il s'était présenté en femme, mais on ne savait pas. Hein. On voit une femme qui fait un numéro, et à la fin du numéro, je me rappelle, il s'avance vers les juges et il enlève sa perruque. Et il y a un silence assourdissant de 5 secondes. Et là, on rentre dans la légende. Alors, et Vadini, je l'ai vu par hasard, il m'a été présenté par Bertrand Lotte. Parce que Bertrand Lotte, à l'époque, en 88, passait au théâtre Grévin. Et Bertrand faisait le numéro du mime, mais avec sa perle. Sauf qu'il ne le faisait pas bien, et c'est Ratsikou qui lui avait dit « Il y a Mimosa qui fait très bien le numéro de mime, tu devrais le voir ». Donc j'ai été apprendre le mime à Bertrand, et là il y avait Vadini. On a sympathisé, il m'a donné quelques conseils, et on a voyagé ensemble. On a été en Norvège en voiture ensemble, et j'ai vu Vadini faire des choses incroyables. Je l'ai vu faire un cercle dans une discothèque. C'est-à-dire, vous imaginez une discothèque, il y a du bruit, il y a de la fumée, il y a des spots, les gens dansent, et dans le silence, il avait un tel pouvoir qu'il a fait stopper les gens de danser et a fait un cercle dans une discothèque. Voilà. Et puis au restaurant, je l'ai vu, Vadini fait très peu de tours, mais il les fait à la perfection. Celui qu'on a parlé le mieux, c'est Jean Régide. Vadini croit vraiment au tour qu'il fait, à ce qu'il fait. Dans un restaurant, si Vadini fait le tour des cendres dans la main, on dit que c'est un tour de débutant. C'est pas vrai, c'est très difficile. Pour ce tour-là, il va mettre un quart d'heure. Mais dans ce quart d'heure-là, aucune seconde ne sera ennuyeuse. Et au bout du quart d'heure, là, c'est Vadini, tout le restaurant sera prêt à la table. Ça, c'est très fort. Et puis, il y a la chasse aux pièces, donc aussi, où la chasse aux pièces, personne ne me croyait quand je disais à mon autre maître que j'ai rencontré après, c'est Stanislas. Il y a Vadini, il fait la chasse aux pièces, il n'a que 12 pièces, et ça dure 10 minutes. C'est Vadini qui t'a appris la chasse aux pièces? Oui, comme moi, on a appris le même jour, Bertrand Lotte et moi, et 20 ans après, on le fait toujours dans notre spectacle. Bertrand Lotte fait aussi la chasse aux pièces, et il fait aussi un autre tour que nous a appris Michael, que personne ne faisait à l'époque, c'est le journal de Slidini, qu'on déchire de Slidini. Parce qu'à l'époque, c'était longtemps Anderson, et là, ça revient quand même. Et Bertrand Lotte le fait encore. Et moi aussi, je le fais dans mon spectacle. Vadini, c'est des tours très simples, mais qui ont une portée symbolique énorme. Et je disais à Stanislas, si, il y a Vadini qui fait 10 minutes avec la chasse aux pièces, avec seulement 12 pièces, et c'est pas chiant. Et il ne me croyait pas. Et un jour, il est allé donc au Grévin, il y a une dizaine d'années, il m'a dit, ah oui, effectivement. Effectivement, je ne croyais pas, j'ai vu. Voilà. Donc Vadini et Stanislas. Donc Vadini, c'était en 88. Je suis passé professionnel après le Cirque de Demain, où j'ai été primé. Donc là, j'ai eu des premiers contrats sur un mois, donc je ne pouvais plus être ingénieur. Donc j'ai fait le saut. Le saut, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, on se fait mettre à la porte par son patron, donc on a des grosses indemnités. On se met aux ascédiques pendant 1 an, et pour avoir le temps d'être intermittent. Moi, j'avais une morale, je suis parti sans aucune indemnité, et j'ai pas été intermittent pendant 7 ans. Je me disais, la France, j'ai quand même eu une des formations au monde les plus fantastiques. J'ai vu les plus belles choses en mathématiques, et c'est pas pour que la France me prenne en charge, donc à 29 ans. Et donc pour ça, j'y touchais pas. Donc les 3 premiers mois, j'ai pas eu beaucoup de travail. Et il y a une chose qui m'a sauvé, c'est le Japon. Donc le Japon, j'avais rien à manger, j'avais pas d'aide, j'avais plus de sous. Tu es parti, d'accord, tu étais là dans cette situation-là? Oui, et puis, puis j'attendais. J'ai même été au mois de juin au Club Med.
15 jours, Ouais. parce qu'au moins on mange. T'es nourri, logé. Ah oui, je nourris le donc ça permet de tenir 15 jours. Et puis entre-temps, juste avant de partir donc au Club Med, on cherchait des gens pour travailler au Japon, dans un parc d'attractions. Et les professionnels avaient tous dit non, parce que c'était très mal payé. C'était 100 $ par jour. En plus, il fallait rester là-bas 3 mois. Donc déjà, tous les gens qui étaient bons, ils étaient pris, parce que c'était pour partir vers le 8-9 juillet, et quelqu'un venait en France au mois de juin pour dire ça. Donc moi j'avais dit, bah oui, je fais du spectacle de rue, parce qu'il y a des faux. Des faux, mais comme j'avais rien d'autre, bon, voilà. Donc je vais au Club Med, et quand je reviens, je trouve une lettre avec le billet d'avion pour le surlendemain. Partir 3 mois. Voilà, donc j'ai fait les affaires à toute vitesse, je suis parti donc au Japon en plein été, donc c'était dans un parc à Hiroshima. Et là évidemment je ne connaissais rien au spectacle de rue, et la première séance je l'ai faite en plein soleil, quoi. À 14 h il faisait 40 degrés au soleil, aucune expérience ni rien, quoi. Et puis ensuite, il y a un autre spécialiste de rue qui est venu, donc il m'a dit « Non, non, tu te trompes complètement. Il faut commencer la journée à 16 h à l'ombre. » Voilà. J'ai appris, et puis il m'a montré les coins où il fallait se mettre. Et il y avait une chose qui m'a sauvé, c'est qu'on avait certes que 100 $ par jour, mais on pouvait faire la manche dans le parc. Ouais. Donc j'avais intérêt à faire 3, 4, voire 5 spectacles par jour. Ce que j'ai fait pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ben, j'avais un vrai spectacle, je savais tenir les gens dans la rue, ça m'a sauvé, et moi qui étais parti sans un rond, je suis revenu avec l'équivalent de 7 000 € en 89, cette somme qui m'a permis de tenir les années suivantes, donc comme matelas, parce que je ne suis pas rentré en France en achetant une auto. Donc ça, c'était la première chance de ma vie, où j'ai découvert un pays, le Japon, qui m'a plu. C'est l'Asie, en fait. C'est l'Asie où j'ai commencé à apprendre le japonais. Donc, depuis, j'ai été 45 fois là-bas, j'y vais 3 mois par an. 45 fois? Oui. Ouais. C'est-à-dire que je suis aussi connu comme magicien là-bas qu'en France. Et quand tu pars au Japon, c'est pour combien de temps, en général? C'est variable. Ça peut être... parce que je n'aime pas partir pour des durées courtes. Partir juste une semaine, 10 jours, non. Donc en gros, c'est entre 3 semaines et 3 mois, parce qu'on ne peut pas rester là-bas plus de... Alors, il y a eu plusieurs choses. Donc comme je l'ai dit, je suis rentré professionnel par le cirque, finalement. Et la magie de rue, c'est... Donc le cirque, c'est un mi-chemin entre le spectacle de rue et puis la scène. On va dire que le cirque, c'est de la magie de rue avec un éclairage. Donc j'ai eu la chance, après j'ai travaillé quelques temps, même encore maintenant, je travaille de temps en temps avec le cirque baroque. Donc j'étais engagé pour des festivals de rue, j'ai travaillé aussi dans des parcs d'attractions, j'ai travaillé avec des cirques. Et puis, donc ça c'était au début. Et après, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec un agent qui m'a fait faire, dans tout le Japon, toutes les écoles. Toutes les écoles? Ah ouais, j'ai fait toutes les écoles de toutes les régions, à raison de 2 mois par an dans tout le Japon. Et on était 2 artistes. Moi je faisais, bon, on va dire que c'était un spectacle de 1h20, dans lequel je faisais 1 heure fractionnée en 2 parties. Avec un intermède, c'était un acrobate jongleur. Et j'avais un staff de 5 personnes, avec l'éclairage, le camion, la sono. Ces écoles, elles ont les moyens là-bas de faire intervenir, contrairement en France où... Le Japon, c'est pas comme la France, il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire que les enfants payaient leurs billets, des enfants qui avaient entre 6 et 12 ans. Le billet payé par les enfants était de 15 €.
En France, si vous présentez des spectacles dans les écoles à 15 euros, c'est hallucinant, mais il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'ACDIC, il n'y a pas de subvention pour les spectacles. Les gens payent vraiment ce que le spectacle coûte. Comme on venait avec un camion, plus une voiture, un staff de 5 personnes, mais l'artiste n'était presque que moi, quoi. Et j'avais devant moi 300 bambins, assis dans la salle de sport, par terre, en randonnion. Mais bon, les enfants sont partout pareils. Mais là, comme mon agent était là dans la salle, il connaissait mon spectacle par cœur. À chaque erreur, il notait toutes les erreurs que je faisais. Et après, au Japon, il y a un débriefing. Et là, pour toutes les erreurs, j'étais engueulé, quoi. Donc ça m'a appris à être précis. À être précis, à ne pas faire d'erreurs dans les placements pour tenir les enfants. Là, j'ai aussi beaucoup appris. Et tu avais un numéro puis en musical, parce que la barrière de la langue, ou alors tu savais déjà bien parler japonais? Je parlais moins bien que maintenant, mais il y avait quelques phrases. Et comme c'est dans le spectacle, et que j'apprenais, je suis un travailleur, j'apprenais, chaque fois qu'il y avait une phrase marrante en japonais avec un jeu de mots, je la notais. Mais les spectacles fonctionnaient parce que je venais de France. Parce que les gens venaient voir un spectacle, mais ils ne savaient pas si c'était bien ou pas. Et le fait que les salles étaient pleines, c'était parce que c'était marqué France. Ah oui. Et j'ai des jeux de mots donc en japonais aussi, mais ça marchait avec moi parce que je faisais des fautes. Comme les clowns en France font des fautes de français, ils font exprès. Moi, je faisais exprès des fautes en japonais et ça faisait rire. Mais c'était cohérent avec un étranger. L'accent qui participe beaucoup. Oui, il y a l'accent. Et puis il n'y avait pas trop de textes. C'est des enfants quand même. Ouais. Donc il y avait une alternance de quelques textes. Les textes c'était la chasse aux pièces ou les ballons, mais il y avait beaucoup de numéros en musique. Il y avait les bulles de savon. Enfin, mon spectacle est toujours le même, que ce soit en maternelle, pour enfants, en cabaret, c'est à peu près le même, mais le texte change. Le texte, le ton peut-être aussi. Oui, oui. On va revenir. Le cirque, pour moi, parce que dans mon spectacle, il n'y a pas que de la magie. Il y a du jonglage et il y a du clown. Est-ce que pour toi la magie fait partie intégrante du cirque? Comme souvent c'est classé, on place souvent la magie comme étant une partie du cirque, ou est-ce que c'est encore à part? Alors là, on arrive à autre chose qui est important, c'est pourquoi on fait de la magie. Comme pourquoi je fais du jonglage. Alors, mes hobbies, c'est pas comme d'autres qui diraient bah, mes hobbies c'est la peinture, la littérature, parce que n'importe qui peut faire une tâche sur une toile, n'importe qui peut lire un livre. Moi, mes hobbies, c'est les mathématiques, le jonglage, l'informatique. Mais pourquoi j'aime la magie? Parce que je n'aime pas les magiciens. C'est un milieu où je suis content de ne pas avoir trop d'amis. J'adore les membres simples des clubs, où j'ai vu des gens extraordinaires du côté cœur, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de stars malsains. Alors, le côté malsain de la magie, c'est pourquoi les gens font de la magie, c'est l'aspect pouvoir. Et c'est à rattacher de la magie puzzle. C'est-à-dire, le magicien, déjà, il n'a pas travaillé, il va acheter chez un marchand de trucs une boîte, on ne peut pas ouvrir cette boîte. Donc je vous montre la boîte, essayez de l'ouvrir, vous ne pouvez pas. Moi, je peux l'ouvrir parce que j'ai le secret, et là, je l'ai ouverte. Ça, c'est la magie puzzle, qui est basée sur le pouvoir. Ce genre de magie-là, on va dire, c'est la magie où il y a un truc. C'est celle que je déteste. Dans mon spectacle, il n'y a rien de cela, il n'y a aucun truc. On y reviendra après, parce que maintenant, je me lance dans des conférences pour le grand public, où je remonte justement que la magie, c'est beau parce qu'il n'y a pas de truc. Donc ça, c'est le côté de la magie que j'aime voir. Maintenant, il y a le côté mathématique de la magie. Par exemple, dans les classes préparatoires, je m'intéressais donc aux scientifiques américains, et il y avait l'article le plus lu du scientifique américain, c'est l'article de Martin Gardner. Donc il parlait des puzzles mathématiques, des jeux mathématiques, et un jour on lui demande quel est votre hobby. Et je tombe sur le mot, je m'en rappelle toujours parce que je ne connaissais pas le sens de ce mot. My hobby is legerdemain. À l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que voulait dire ce mot. Après, j'ai appris que legerdemain, c'est prestidigitation. Ah oui.
Et là, c'est le point intéressant, parce que c'est pour ça que j'aime la magie. Parce que la magie, c'est quand on ne comprend pas. C'est impossible. Mais c'est impossible parce qu'il y a une construction derrière, qui est belle. Et les mathématiques, c'est pareil. Les mathématiques, on vous assène un théorème, et c'est magique, parce que vous dites, mais comment c'est possible? C'est impossible. Et on vous le démontre. Et il y a un parallèle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui font de la magie. Hein, parce que, et il y a aussi, comme en magie et en mathématiques, il y a des tours qui ne valent rien, mais quand on l'explique, c'est plus intéressant. En mathématiques aussi. Alors, il y a des choses dont on dit c'est pas un résultat très intéressant, mais la démonstration, elle vaut le coup d'œil. Et les mathématiques, ce n'est pas ce que les gens font à l'école. À l'école, on apprend jusqu'au bac de la grammaire, on apprend l'orthographe. Les vraies mathématiques commencent en maths supérieure et en maths spéciale. Je vais prendre juste un exemple que j'avais préparé. La beauté de la mathématique. Les mathématiques, c'est la recherche de l'invariant. Et après, on parlera de Gilles Bress. Par exemple, c'est rechercher dans une transformation des choses qui ne changent pas. J'ai 2 feuilles. Quand je superpose les feuilles, tous les points sont appariés. C'est-à-dire que le point que je pique, il pique également un point derrière. Ils sont appariés. Maintenant, je vais faire subir à une feuille une transformation. C'est-à-dire, la transformation, c'est la pierre qui sort. Je la chiffonne. Je ne déchire pas la feuille. Tout est là. Voilà, je la chiffonne complètement. Et je la pose à n'importe quel endroit au-dessus. Eh bien, c'est incroyable, mais on démontre qu'il y a un point qui ne change pas de place. C'est-à-dire que si je pique un point, il se retrouve apparié avec le point qui est sur la feuille du bas. D'accord. Ça, c'est beau. Parce que c'est un tour de magie, parce qu'on ne comprend pas. C'est pas simple à démontrer, c'est le théorème du point fixe. Voilà. Ça c'est pour ça que j'aime les maths. En magie, il y a des tours mathématiques. Mais comme je disais, je suis quelqu'un de lent. Mais l'avantage des gens lents, c'est quand ils ont compris, ils le comprennent profondément. C'est pour ça qu'il y a des tours que je fais qui ont du succès, parce que je sais pourquoi ça marche. Donc, dans mon livre, mon livre qui s'est pas beaucoup vendu, mais il y a beaucoup de choses très denses, et j'explique le principe de Gilles Bress. Et le principe de Gilles Bress, quand on l'a compris en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a un moyen où, quand on a assimilé ça, on le voit partout. Comme en mathématiques, il y a des gens qui comprendront jamais quelque chose, même en maths supérieure, si on a une somme infinie de termes dont aucun n'est nul. Tout le monde va dire, c'est le bon sens, que la somme est infinie. Somme infinie de termes dont aucun n'est nul. C'est infini. Eh bien non, ça peut être fini. Hein, c'est le fameux, c'est le lièvre et la tortue. Donc ça, c'est des choses, c'est les limites que l'on pense comprendre. Mais quand on n'a pas compris en profondeur, on va voir ce problème-là arriver dans beaucoup de phénomènes mathématiques, et si on ne le reconnaît pas, on va se tromper. Bon. En magie, c'est pareil. Alors, un exemple, c'est que dans un forum, je trouve quelqu'un qui met un tour de mathématiques. Et un jeune crétin du forum dit, c'est le principe de Gilles Bress. Moi, je regarde le tour, quand même par intérêt, et je vois tout de suite que c'est pas du Gilles Bress, mais que ça va plus loin. Et on s'est aperçu, après, que c'était une extension du fameux principe. Le principe, alors, il y a eu le premier principe, donc sur l'alternance rouge-noir, puis un second principe sur des séries en alternance, et il y a un prof de mathématiques en France, Daniel Péris, qui a trouvé, on va dire, le troisième principe, qui est la péristance. Alors, donc, moi, on peut dire que grâce aux mathématiques, j'ai eu l'œil de reconnaître ça. Comme j'avais eu l'œil à mes débuts de voir à Beaubourg les gens qui avaient un vrai talent. Et qui m'a servi après, quand j'étais président d'un club, pour faire un gala chaque année, dont je reparlerai. Après, j'aime le jonglage. Bon, là, je vais être plus court, mais c'est le même principe. Quand on voit une convention de jongleurs, il y a la moitié des gens, ce sont des informaticiens. Ah oui. Ah ouais. Alors, pourquoi? Et moi, parce que dans le jonglage, c'est pas comme la magie. Si j'achète 3 balles, je ne vais pas pouvoir faire le tour. Je dois travailler.
Mais le jonglage, c'est ça. On travaille 1 an, et au bout d'1 an, les balles vont en l'air, à toute vitesse, et ça tombe jamais, et on réfléchit plus. L'informatique, c'est exactement pareil. Pour écrire quel petit détail d'un programme informatique, il faut des centaines de lignes de code. Et on suit jour après jour pour que ces lignes soient parfaites. Mais vraiment, c'est ça, ce sont des dizaines de pages de code. Hein? Et une fois que c'est fait, ce qu'on a écrit tourne en 1 millième de seconde. Et ça tourne sans arrêt, sans planter, sans tomber. Et là, c'est, je crois, qui fait que les informaticiens et les jongleurs, ça leur plaît. Il y avait aussi et puis il y a des belles théories, parce que l'informatique et les mathématiques sont liées. Il y a Shannon qui a inventé le théorème principal du jonglage. L'idée générale, c'est de voir ce qu'une main voit quand elle voit les balles passer dans sa main, et l'autre vision, c'est de se mettre sur une balle et de voir où est-ce qu'on va. Et de dire que les deux visions sont les mêmes, et on tombe sur le principal théorème. Et aussi la notation du side swap, qui a été donc inventée vers les années 85, où on met un chiffre dans l'ordinateur et l'ordinateur jongle. Hein, et on peut décrire n'importe quel mouvement avec 2-3 nombres. C'est assez beau. C'est inventé à la fois par des informaticiens. Donc la magie en France, je la connais bien du côté des clubs, parce que j'ai tout fait, on en parlera dans les clubs. La magie en France, j'ai repris en main l'informatique du fichier AFAP. L'AFAP, c'est la plus grosse association qui avait un fichier de 1800 membres. Et en 92 ou 93, j'ai fait des premières statistiques. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais la magie en France, grosso modo, c'est 5000 amateurs, mais amateurs qui en font un peu sérieusement quand même, 5000 amateurs. La proportion de professionnels n'a pas changé depuis des années, c'est 10%. 10%? Ça, c'est stable, c'est 10%. Par rapport au chiffre de la FAB, tu veux dire? Non, par rapport au chiffre des 5000 amateurs. Le chiffre de la FAB, mes abonnés, ça tourne autour de 1000. Et c'est pas, on va dire 5000 amateurs. Pas plus. Non, pas plus. Non, si on va plus large, c'est des fichiers, mais c'est des gens qui abandonnent, qui en font une fois, mais c'est pas des gens qui en font régulièrement, quoi. Donc 10% d'amateurs, et la proportion de femmes, c'est 2%. Oui. Et là, ça n'a pas changé. Ah oui, ça n'évolue pas? On a l'impression quand même que ça évolue maintenant. Non, la proportion est la même. Et s'il y a peu de femmes, c'est par rapport à cette magicpeuse de pouvoir. Alors, après, j'avais essayé, on va dire, une analyse factorielle des correspondances pour savoir qu'est-ce qui séparait un amateur d'un professionnel. Parce que j'avais du mal, parce que tous les gens, à partir du moment où ils étaient retraités, donc à 65 ans, ils se disaient tous professionnels en magie. Ah bon? Ah oui, dans le fichier AFAP, c'est pas des retraités, ils disaient non, bah c'est comme ça, maintenant je suis professionnel. Parce qu'ils en vivaient, ils vivaient dans... Ah non, ça fait mieux que retraité. Donc c'était pas un critère pour séparer les professionnels des amateurs. Et le critère que j'avais trouvé à l'époque, mais avec les pauvres, c'est les gens qui avaient un pseudonyme. Ah ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'est choisi un nom de guerre, eh ben, statistiquement, il y a 3 fois plus de chances qu'il soit professionnel qu'amateur. C'était le critère, parce que donc l'analyse factorielle des correspondances, on va dire, c'est trouver dans une masse de données ce qui caractérise une population. C'est les vecteurs propres de la matrice. Alors la magie en France, bon, il y a les non-dits qui sont intéressants, parce que dire tout ça, c'est des banalités. Mais je veux dire, il y a des choses qui n'ont jamais été dites. Il y a des chapelles dans la magie. Il y a des gens qui s'entendent entre eux. Et on ne sait pas pourquoi un tel fréquente un tel et pas un tel. Il y a 4 cercles dont on ne vous dira jamais les noms, mais qui sous-tendent le milieu de la magie en France. Ces 4 cercles, c'est le cercle des francs-maçons, le cercle des juifs, le cercle des homosexuels et le cercle de l'extrême droite. Alors là, ça... Moi, je fais partie d'aucun de ces cercles, mais souvent, j'ai constaté, c'est des choses qu'on ne vous expliquera jamais, mais c'est des choses qui existent. Et ces cercles, même si on va dire qu'il y a des choses
ces cercles s'interpénètrent, c'est ça qui est marrant. Tu sais qu'il y a beaucoup de membres du cercle. Même s'il y a le cercle de l'extrême droite et le cercle des juifs qu'on pourrait dire qui sont étanches, mais non, c'est pas vrai. Ces cercles s'interpénètrent. Parce qu'il y a des gens au sein des cercles de magie qui sont souvent représentés dans ces 4 cercles et qui se côtoient finalement Oui. grâce à la magie. C'est ça. Mais ce qui fait qu'ils se côtoient par la magie, c'est pas la magie qui les rapproche, c'est l'appartenance à l'un de ces cercles. D'accord. Et ça, c'est des choses taboues, mais c'est bien d'en parler juste un peu comme ça. Alors les clubs, parce que dans les clubs, j'ai tout fait. Hein. À la FAP Paris, j'ai été le trésorier. À la FAP Paris, j'ai été le trésorier adjoint de la FAP France. J'ai organisé le congrès de 93. J'ai fait une petite revue avec Michel Fontaine, Sycophante. J'ai vu tous les congrès. J'étais 2 fois membre du jury. Je me suis présenté 6-7 fois dans les concours à la FAP, où j'ai toujours été primé. Donc je connais bien ce milieu-là. Parce que maintenant, les gens n'ont plus besoin d'aller dans un club de magie. Maintenant, par Internet, on accède. C'est vrai, on disait que l'Internet, l'image la plus proche, on disait, c'est Dieu. C'est Dieu, pourquoi? Parce que l'Internet ne dort jamais, il est partout. Il est partout à la fois, on peut se connecter partout. Dieu sait tout, et l'Internet sait tout. Vous voulez trouver n'importe quelle information, vous tapez sur Google, que ce soit le nom d'un individu ou un concept, vous avez tout. Ça, c'est tout. Ça vous donne le don d'ubiquité. Internet, moi, je peux réparer depuis le Japon, depuis la Russie, des ordinateurs qui sont en France. C'est comme si j'étais devant l'ordinateur en France. L'ubiquité. Il y a le don des langues. Vous avez une page web qui est en chinois, en japonais, vous appuyez une touche et la page, elle est traduite. Enfin, c'est intéressant. Donc, mais les clubs de magie, donc maintenant, beaucoup de gens ne vont plus dans les clubs parce qu'ils ont accès à tout par Internet. Mais je dirais que les clubs de magie, c'est comme la télé. C'est-à-dire que ça ne sert pas ceux qui y assistent, ça sert à ceux qui y passent. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais moi, ce qui a fait que... Ce qui m'a beaucoup servi, c'est de m'obliger tous les mois à faire un numéro au club. Que ce soit donc à la FAP ou au CFI, tous les mois, je m'obligeais, comme les autres, à présenter quelque chose. Et c'est là qu'on apprend, et c'est ça que les jeunes n'auront jamais par Internet dans les clubs d'Internet. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est là qu'on apprend. C'est en présentant ne serait-ce que 5 minutes, parce que ça fait peur. Même moi j'ai peur de passer dans mon club, parce que j'ai un statut. C'est-à-dire que quand on annonce mon nom pour que je passe au club, parce qu'on s'attend à quelque chose de bien. Donc on a peur quand même. Et si j'avais pas été pendant 20 ans à faire des choses dans les clubs, j'aurais pas pu présenter le congrès à Strasbourg. Là, j'ai vraiment vu que c'est ça qui m'avait servi. Parce que je ne pouvais pas présenter un congrès en faisant des tours de magie, alors qu'il n'y avait que ça dans le concours. Donc il fallait autre chose. Et les gens de mon club qui m'ont vu ont vu que tout ce que j'ai fait, je l'avais présenté au club. Même si c'était pas au point. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas important. Et aujourd'hui, tu es toujours dans un club aujourd'hui? Moi, je suis au club, mais... toujours. Alors, pourquoi j'étais au club aussi? Bon, j'étais président d'un club pendant 7 ans. Donc le CFI, le SAC français de l'illusion. J'étais président pendant 6 ans, parce qu'on me l'a demandé. On m'a demandé de me présenter, j'ai été élu et réélu, parce que c'est deux mandats de 3 ans. Et pourquoi je l'ai fait? C'est pas pour moi. Moi, je n'apprends rien dans les clubs. J'apprends quand je fais, mais aussi parce qu'il y a une phrase de Ducatillon que j'aime beaucoup. Quand on a beaucoup reçu, on a une dette d'autant plus grande envers les autres. J'ai eu la chance de faire des études extraordinaires, de parler l'anglais, d'écrire du bon français, de faire de la compta. Et dans les clubs de magie, on manque d'encadrement. Je l'ai vu dans mon bureau. Donc je l'ai fait pour aider. Vraiment, pour moi c'était ça. C'était pas pour ma gloire. J'ai toujours dit, j'aime pas les médailles.
Et j'ai aussi organisé 7 galas, alors que sans aide, sans aide. Et là, j'avais la chance, j'avais l'œil, c'est-à-dire que dans les congrès ou dans les petits cabarets, je voyais des gens qui avaient le don et qui n'étaient pas connus. Donc je leur disais de venir à mon gala où je les payais mal. J'ai payé 230 € net plus les charges. Ça me revenait à 400 €, mais ils n'avaient que 230 €. Mais tous les gens que j'ai pris, je savais qu'ils avaient un talent, et d'ailleurs tous, pratiquement sans exception, passaient 1 an ou 2 ans après au plus grand cabaret du monde. Mais ils étaient venus chez moi avant. Parce qu'après être passé donc au plus grand cabaret ou avoir eu des prix à la FAP ou autre, ils auraient été inabordables pour moi. Tel qu'à la fin, je disais donc aux jeunes, venez chez moi, je vous paye pas cher, mais je vous jure, ça vous portera chance. C'est vrai, et je gagnais rien sur eux. Hein. Mon but, c'était d'équilibrer les comptes. J'ai aussi fait venir des gens dont je sentais que c'était une des dernières fois qu'on pouvait les voir. C'est-à-dire que chaque année dans mon gala, je conviais un ancien. Et je dois dire que là, mon dernier gala, je l'ai organisé il y a 4 ans. Ils sont tous morts, sauf un. Donc j'avais l'œil aussi pour ça. Mais... On va pas citer le nom. Non, on va pas citer le nom, mais par exemple, j'ai fait venir, dans mes influences, parce que celui qui m'a influencé dans la magie que je voulais faire, c'est Bob Reed. La magie que je fais, c'est du Bob Reed. Bon. Et mon rêve, c'était toujours de faire venir Bob Reed donc à Paris, qui ne voulait plus, qui ne travaillait plus. Et il a accepté parce que c'était Paris, mais en échange, il ne me demandait pas d'argent finalement, parce qu'il était trop cher de toute façon, mais il me demandait juste de prendre sa chambre d'hôtel et de lui trouver, de le mettre en contact avec quelqu'un qui connaissait le vieux Paris. Donc j'ai passé du temps pour organiser ces rencontres. Il est venu, il a fait ça le comble. Moi j'étais heureux comme tout, et il est mort quelques mois après. Alors aussi dans l'œil, qu'est-ce que c'est qu'avoir l'œil? À l'époque, jusqu'en 94, j'ai écrit les commentaires des concours à FAP. Les commentaires des concours à FAP? Oui, dans la revue de la FAP, on commentait, il y a toujours des écrits sur les concours. Okay. Donc j'avais pris la suite de Michel... non, c'était pas Michel Fontaine, c'était... comment il s'appelait? Oh, ça... Voilà. Malheureusement, bon, j'étais trop sincère. C'est-à-dire que quand on voit l'œil, on voit ce qui est bien, mais on voit aussi ce qui n'est pas bien. Et là, je le regrette, j'ai peut-être écrit des choses trop dures sur les gens. C'est moins grave à l'époque parce que c'est du papier, on l'oublie, mais sur Internet, ça reste. Et ça, bon, je devrais plus, maintenant je n'écris plus rien. Mais j'avais l'œil juste parce qu'un jour, un jeune est venu me voir et il m'a dit, vous aviez écrit sur moi, après le congrès de Dunkerque, Maginor, un comique qui s'ignore. Parce que j'avais un jeune, un peu gros, qui faisait des manipulations sérieuses, et moi, je me rappelle, j'étais bidonné. Je me rappelle plus d'avoir écrit cette phrase, mais c'est mon style. Et ce fameux comique qui s'ignore, c'est Norbert Ferré. Voilà. C'est vrai que, bon, je passe plusieurs mois à l'étranger. Bon, déjà, c'est pas très rentable, souvent, de travailler à l'étranger, on a beaucoup de frais. Mais ça, je veux d'abord le dire, bon, je fais toujours de l'informatique, par hobby, de la magie, mais même si ça peut paraître bizarre, je dirais que plus de la moitié de tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit en informatique ou en spectacle, je l'ai fait pour rien. J'ai fait pour rien, j'ai fait parce que c'est mon métier de faire ça. Si on me paye bien, tant mieux. Si on me paye un peu, bon, ça dépend pour qui, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'en faire. Hein, c'est comme ça que... Parce que le talent ne suffit pas, il faut aussi avoir l'habitude du public. Ce que vous donne un club qu'on ne trouvera jamais sur Internet, le fait de travailler toujours pour un public, un vrai public. Donc j'ai voyagé parce que j'aime les voyages. Donc il y a les destinations, il y a l'Asie, surtout le Japon, mais j'ai aussi été à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, et puis en Russie. En Amérique, non, parce qu'il y a une chose, quand on arrive dans un pays, dès l'aéroport, quand on est un peu intuitif, on sent tout de suite si on se sent bien dans ce pays. Ça,
Et les États-Unis, j'y étais qu'une fois, et c'est Las Vegas, c'est pas les États-Unis, mais je savais que j'aimerais pas, et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé les gens, j'ai pas aimé la manière. J'ai été qu'une fois là-bas. Alors qu'en Asie, je me suis toujours senti bien. Parce qu'il y a quoi, Ah non, c'est inexplicable, ça C'est un peut être... ressenti. Ah oui, c'est un ressenti. Et le public, alors le public, c'est... Alors le public, alors moi je travaille quand même beaucoup pour enfants. Je dirais que les enfants du monde, bon, c'est ce qui est dans mon livre, hein, les enfants du monde jusqu'à l'âge de raison, jusqu'à l'âge de 7 ans, je ne change rien. Mais je ne change pas une virgule dans mon spectacle, dans le rythme. Les enfants pensent les mêmes choses au même moment, rigolent aux mêmes choses. C'est à partir de l'âge de raison, où pour moi les enfants sont des adultes. C'est pour ça que quand je vois des magiciens faire de la magie pour enfants dans des congrès où les enfants ont 9 ans, 10 ans, ont 11 ans, c'est pas de la magie pour enfants. Pour toi, l'âge de raison, c'est quel âge? Ah, c'est 7 ans. 7 ans. C'est ce que disaient les grands-mères. À partir de, on va dire, c'est pas, la frontière c'est 7-8, hein, ça dépend, mais... Là, tu les considères comme des adultes. Ce sont des adultes, c'est-à-dire qu'on peut leur faire des tours de cordes, des tours de cartes, les mêmes tours que pour adultes. Bon, évidemment, c'est pas une rupture brutale, hein, mais sur des 4 ans, n'essayez pas de faire des tours de cordes. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Par contre, c'est pour les adultes que ça change. Ça change, mais c'est culturellement. Par exemple, au Japon, j'avais des blagues sur le matériel qu'on aurait pu me voler sur le vol, et ça passait pas. Parce que, donc au Japon, c'est un pays où il n'y a pas de vol. Donc quand on fait une allusion au vol, les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est tout. Mais souvent, comme je dis, si votre spectacle marche en France, il marchera à l'étranger. Si ça ne marche pas en France, ça ne marchera jamais à l'étranger. Est-ce que pourquoi il y a une explication rationnelle? Parce que toi qui aimes bien les mathématiques, peut-être qu'il y a une explication l'homme est partout le même. Ouais. Je dirais que c'est ça. L'homme est partout le même, mais c'est ce que disent tous les psychanalystes. Donc c'est plus culturellement que ça peut bouger. L'avantage d'aller à l'étranger, c'est que de loin, on voit mieux son propre pays. De l'étranger, on voit qu'est-ce qui est bien dans son pays et qu'est-ce qui n'est pas bien dans son pays. Et quand on revient, il y a certaines choses qu'on apprécie plus parce qu'on sait qu'il n'y a pas à l'étranger, et il y a certaines choses qu'on ne tolère plus parce qu'on sait qu'on peut faire autrement et que c'est mieux. Mais là, ce serait... développer. Mais dans tous les pays où j'ai été, je me suis toujours passionné pour le pays au point d'apprendre la langue. Donc je parle anglais, allemand, espagnol, japonais. Là, j'apprends le russe. Donc c'est des ouvertures d'esprit. Oui. La langue est... On ne se rend pas compte qu'il y a des langues qui ne sont pas du tout comme les nôtres. Le japonais et le français, ça n'a rien à voir. Anglais-français, c'est la même langue. C'est pas dur l'anglais pour un français. Tous les mots rares, mathématiques, physique, juggling, c'est les mêmes. Alors qu'en japonais, c'est pas les mêmes mots du tout. Et les japonais parlent en marche arrière. Par exemple, pour dire je vois le chat qui dort sur le lit dans ma chambre, un japonais va dire chambre dans, lit sur, dans mon chat peut être vu. Donc il y a toute une mécanique. Ah oui, même si on comprend tous les mots d'une phrase, donc en japonais, le temps de réinverser la phrase, c'est pas évident. Surtout qu'il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas d'article. Voilà, il n'y a pas de futur, donc c'est facile, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de futur. Si on veut dire demain j'irai au cinéma, ça veut dire en japonais, demain cinéma, allez. D'accord. Donc pour ça c'est plus facile. Alors qu'en russe, il y a des déclinaisons. Vodka, ça se dit pas vodka. Si je prends de la vodka, c'est vodka. Si c'est fait avec de la vodka, c'est vodka. Si c'est au pluriel, c'est vodki. Enfin, tous les mots changent. Il y a des déclinaisons. Il y a beaucoup de déclinaisons, mais en contrepartie, il y a beaucoup de mots français. Le russe, il y a un tiers des mots, c'est comme le français. Tu dis en prononciation ou en... Ah, mais dans les mots russes, tiens. Pour dire un cauchemar, cauchemar. Ah oui. Il y en a plein. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes donc qui veulent se lancer dans la profession. Alors, l'artiste, ça, c'est important. Moi, par exemple, on m'a toujours dit que j'étais donc artiste alors que je faisais que des mathématiques. Parce que
En terminale, déjà, je prenais pas de notes. J'allais avec un petit sac à main, je vais à la maternelle. C'était... Déjà, on n'est pas artiste parce qu'on fait un métier artistique. La proportion d'artistes est strictement la même dans toutes les professions. Il n'y a pas plus d'artistes chez les magiciens que chez les informaticiens, chez les boulangers. Et en général, on dit quelqu'un, hein, il est artiste. C'est-à-dire, ça se voit. C'est pas parce qu'il fait un métier artistique. Alors, la définition la plus belle pour moi de l'artiste, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est plus con que ce qu'il fait. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est ce que je reproche à beaucoup de gens qui réussissent en étant jeunes professionnels parce qu'ils sont intelligents. Mais justement, ce qu'ils font est plus con qu'eux. Eux, ils sont plus intelligents que ce qu'ils font. Alors que l'artiste, au contraire, c'est quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, qui dans son inconscient, parce qu'il est relié à des choses supérieures, réalise des choses qui ont une valeur qui le dépasse sans s'en rendre compte. Et ça, il ne le sent pas lui-même. C'est pour ça que des fois, j'ai l'œil. Alors, je me rappelle, et puis d'abord, il y a cette présence au cours Gautron, donc j'ai fait 5 fois. Gautron nous racontait chaque année le cas de Dominique, le pickpocket. Il a vu, et donc il racontait toujours en quelques mots que c'était un congrès, et tout d'un coup on voit débouler sur la scène un gamin de 13 ans. Donc personne ne le connaît, il n'a encore rien fait. Et tout d'un coup tout le monde se tait. Il se passe quelque chose. Voilà. Ça déjà, ça c'est la présence. Et personne ne savait que ce petit gamin de 13 ans allait devenir donc un immense artiste là, plus tard. Alors pour ceux qui veulent faire professionnel déjà, il y a 3 grades. Il y a 3 grades dans les artistes comme il y a 3 grades dans les clubs de magie. À la fin. Bon, à la fac, parce qu'on ne le sait plus ça, mais à la fac, il y a les 3 grades. Le premier, c'est qu'on devient membre. Donc vous avez fait votre technique, vous avez votre petit concours, on vous donne la carte de membre. Et il y a 2 grades passés en essuie-tout, mais qui reviendront. C'est une affaire de vol. Le deuxième grade, c'est le grade de magicien. Ou magicien, c'est-à-dire qu'on vous le donne. C'est pas vous qui le demandez, on vous le donne parce que vous êtes à même de remplir une salle où les gens paient. C'est-à-dire de faire un spectacle où les gens viennent vous voir en payant. Le deuxième grade. Il y a le troisième grade, maître magicien. Où là, ça se décide dans le bureau de la FAP, mais c'est plus des... Pas bon, c'est un grade qui existe. Mais ça a été tellement détourné comme les légions d'honneur et autres que c'est un peu tombé, mais ça reviendra. Et bien, dans le métier d'artiste, il y a 3 grades aussi. Le premier grade, c'est que si vous entrez dans n'importe quel... Si vous entrez sur une scène, si le public ne se tait pas spontanément, ne faites pas ce métier. Vous allez souffrir. Parce que la magie, on ne l'aime pas toute sa vie, quoi. Moi comme je dis, d'autres l'ont dit, j'aime être en spectacle. Donc pour ça je le ferai pour rien. Mais on me paye parce qu'il faut que je me trimballe la valise de 30 kilos dans le métro et dans le train. C'est pour ça qu'on me paye. C'est pas pour faire le spectacle. Mais si j'avais pas le fait que les gens se taisent quand je rentre, je dis aux gens, faites attention, si vous n'avez pas le don, vous allez souffrir, quelle que soit votre intelligence. Et c'est le drame de beaucoup qui passent à la télé. Ils sont plus intelligents que ce qu'ils font et n'ont pas ce petit truc en plus. Le deuxième grade, c'est là où j'ai vu mes Vadini en discothèque, quoi. Ça, c'est le deuxième grade que j'ai une fois... Ça fait très peur la première fois. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens ne vous attendent pas. On vous dit, vous entendez un brouhaha, il n'y a aucun intérêt, et on vous dit de commencer quand même. Donc vous entamez votre spectacle, et vous sentez que ça va être la galère, vous allez faire ça télécommandé, personne ne s'intéresse. Donc vous commencez. Et le deuxième niveau, c'est que à un moment, quelques minutes après le début, 2 minutes souvent, tout d'un coup, tout le monde va se taire. Et ça fait peur. Parce que la première fois, on ne s'y attend pas du tout. Hein, c'est Vadini qui rentre dans une discothèque, qui commence ses manips alors que les gens dansent, et en 2 minutes, tout le monde s'arrête et regarde. Ça, pour moi, c'est le deuxième grade. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'atteignent, celui-là. Et il y a le troisième grade. Le troisième grade, c'est le vrai artiste, et ça ne vient pas de lui, ça vient de quelque chose de supérieur.
Alors, les psychanalystes appellent ça l'effet canal, l'effet médium. Les chrétiens peuvent appeler ça, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que vous improvisez bien spontanément. Vous êtes devant les gens et tout ce que vous faites sort bien. Mais vous savez que ce n'est pas vous qui provoquez. Vous êtes inspiré. Ça peut être pareil pour un peintre. Vous avez l'inspiration. Là, c'est là où il y a la vraie chose. L'artiste est plus con que ce qu'il fait. Il fait des choses admirables sans en avoir compte. Mais ça ne vient pas de lui. Il faut être humble devant ça. Ça, c'est le vrai artiste, c'est le troisième, c'est le niveau des grands. C'est le nirvana. Non, ça fait peur, tout ça. Et puis là, c'est Jean Régis qui parlait de ça. C'est-à-dire, il y a deux sortes il y a les gens qui vont faire du commercial, donc qui rendent vers le public, qui font ce que le public attend. C'est pas ça, être artiste. Il y a les vrais artistes qui amènent les gens dans leur monde. Ça se rapproche de ça, que les gens se taisent parce que c'est vous. C'est Vladini qui m'avait dit ça toujours. Il me dit, des fois, je vais dans des endroits faire du close-up et j'ai plus besoin de faire de magie. Et là, je travaillais sur les bateaux russes et je commence à comprendre ce que c'est que ça. Parce que, par exemple, sur le bateau, je passe aux tables. Après le repas, je passe voir chaque table. Et je ne vais pas emporter des tours de magie, je pourrais le faire. Je me contente d'aller à la table et de faire quelque chose que je faisais dans les parcs d'attractions où ça ne marchait pas bien et des fois je devais commencer le spectacle avec 2 personnes. Et c'est beaucoup plus dur de faire un spectacle pour 1 ou 2 personnes que pour 300. Parce que pour quelques personnes, vous ne pouvez pas commencer votre spectacle standard. Vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils attendent. Et quand je vais aux tables, je laisse les gens parler, 1 phrase ou 2, et à partir de là, je rebondis. Mais sans faire de tour, en improvisant. Et la victoire, c'est quand les gens se marrent, et les autres tables ne comprennent pas, parce que vous ne faites pas de magie, vous ne faites pas de tour, vous parlez seulement aux gens. Et les gens vous appellent, mais venez à ma table. Et je ne ferai pas le même numéro. Je rebondissais sur ce qu'ils venaient de me dire. Ça, c'est plus dur, mais c'est tellement mieux. C'est de l'impro. Là, on a plaisir à faire son métier. Et sur les bateaux, il y a une chose que je fais aussi, c'est une conférence sur la magie. Devant un public. Devant un public de profanes. Profane. C'est pas du spectacle. Et c'est une conférence, je leur dis, sur la magie. Et les gens viennent. Bon, ils viennent déjà parce que c'est moi. Parce qu'ils m'ont vu avant dans le spectacle. Mais ils savent que je ne fais pas de spectacle. Et ils vous disent, de toute façon, on vient parce que c'est vous. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils restent. C'est que pendant 50 minutes, 1 heure, ils ne ressortent plus. Et je leur fais une conférence sur la magie, en leur expliquant qu'il est vrai que dans mon numéro, j'ai aucun truc. C'est-à-dire que le matériel peut être volé, tomber en panne. Et je leur explique les belles choses de la magie, qui sont les temps forts et les temps faibles, que j'appelle pas comme ça parce que le terme n'est pas beau. C'est comme le principe de Gilles Brest qui a été donc étendu par Daniel Péris. Il a fallu trouver un nom, mais un beau nom, la péristance. Et là, pareil, temps fort, temps faible, c'est moche. Donc c'est plutôt action, repos, action, détente. Donc je leur fais des tours en leur expliquant, vous allez comprendre le truc, je vais vous expliquer le truc avant, et vous verrez que ça marche quand même. Et ça les passionne. Bien sûr. Je leur explique aussi les fausses manipulations sur le rythme. Je leur explique l'importance du rythme par rapport à la technique. Parce que tous ont cette idée, il y a un truc, c'est dans les manches, il y a un secret. Moi je leur explique non, la belle magie, il n'y a pas de secret. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, quelque part, c'est donc du débinage. Mais c'est comme ça qu'après, ils peuvent apprécier un magicien. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'autre. Et là, je m'amuse beaucoup en faisant cette conférence. C'est comme je disais, avant, quand j'ai buté en clown, j'avais besoin d'un faux ventre et puis d'un crâne chauve avec des cheveux orange. Maintenant, j'en ai plus besoin. Alors le clown, bon, déjà ça remonte à l'enfance parce que je faisais rire. À l'école, je faisais rire. Donc il y avait la nature comique qui était là. Il y a cette phrase, on est clown ou on n'est pas. On est, c'est-à-dire naître clown. Effectivement, clown, c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi.
C'est exactement comme le don d'avoir un peu de présence en magie, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Après, bon, ça suffit pas. Vous pouvez avoir l'oreille juste, il faut travailler. Vous pouvez avoir le trait juste en dessinant, mais il faut un peu de technique quand même. Donc il y a des techniques pour faire rire. Dans mon livre, j'ai décrit sur 8 pages seulement toutes les techniques de base, mais que j'applique qui marchent. Donc moi, en fait, quand je suis rentré à la FAP, je voulais pas être clown, je voulais faire comme je voulais faire des manipulations, des colombes, mais dès que je rentrais sur scène, les gens riaient. Et je ne savais pas pourquoi. C'est là où j'en reviens, on fait des choses qui nous dépassent. Comme un qui est expert là-dedans, c'est Ratsekou. J'ai vu Ratsekou à la FAP des dizaines de fois, et il lui arrivait sur la scène des choses incroyables, et c'était pas préparé. Mais il y avait quelque chose. Je me disais, mais ce Ratsekou, il doit avoir un ange gardien, c'est extraordinaire, parce que comment il peut faire autant de gaffes sans s'en rendre compte? Voilà, ça c'est bien, ça c'est ce qui m'amuse encore, parce que c'est incompréhensible. Donc on est clown, on dit c'est pour faire rire, mais faire rire, il y a des techniques, il y a tout. Mais il y a des choses, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, le clown doit provoquer. C'est-à-dire que si on a le don de faire rire, il faut en profiter. Donc c'est pour ça qu'on doit être borderline, on doit aller à l'équilibre. Ce qui est beau chez un clown, c'est le principe de l'équilibre. On sent que s'il va un pas trop loin, il tombe. C'est ça le vrai clown. Alors la provocation, c'est un art. Donc moi, on m'a qualifié de provocateur. C'est vrai que... Alors je vais raconter plusieurs provocations, parce que c'est ça qui fait le clown. Le reste, la technique, c'est le don, plus un mécanisme. Mais la provocation. Alors plusieurs provocations. La provocation n'a pas de... Par exemple, on parle de Gainsbourg qui brûle 500 francs. Ça reste. Tout acte provocateur reste dans les mémoires des dizaines d'années. C'est comme ça que vous savez si vous avez vraiment fait un acte provocateur. Si on est rationnel, quand Gainsbourg brûle 500 francs, la somme qui disparaît est répartie entre tous les Français. Donc c'est un cadeau qu'il fait. C'est rationnel. Ceux qui font, mais le contraire, qui sont des grands voleurs, c'est ceux qui impriment des billets de banque alors qu'ils n'ont pas le droit. Ça a été les États-Unis pendant 50 ans, qui ont vécu aux frais du reste du monde en imprimant des planches de billets. Voilà, ça c'est pas provocateur, mais c'est du vrai vol. Gainsbourg, c'était mais le contraire. Mais là, c'était pas la valeur de la chose. Un geste provocateur, par exemple, j'avais été en Grèce, et il y avait des gens qui fumaient à bord. À l'époque, on fumait dans les charters. Et il y avait des gens non-fumeurs, ça horripilait. Alors moi, j'ai acheté 2 cartouches de cigarettes. Donc 24 paquets. J'ai donné un paquet à des non-fumeurs. Et j'aurais dit, on va balancer les cigarettes dans l'avion. Et bien 15 ans après, les gens s'en rappellent. Ils ne se rappellent plus du voyage en Grèce, mais ils se rappellent quand tu avais balancé les cigarettes dans l'avion. Parce que jeter une cigarette, surtout à l'époque, ça vaut rien. Ça vaut rien une cigarette. Mais gaspiller une cigarette, c'est tabou. Parce que là, c'est pour un fumeur, donc un manque, c'est l'état de manque. Et c'est beaucoup plus fort. Hein, c'est là où il faut savoir qu'on touche fort. Un autre acte que j'avais fait, c'est... bon, la FAP, j'étais en guerre avec l'AMLO, enfin avec beaucoup de gens, mais la FAP, voyez-moi, je parlais mais du pouvoir. Et dans les clubs et dans la FAP, si on regarde la personnalité des gens depuis le début, je parle aussi du docteur d'Hôtel, je parle de Marc Albert, c'était des dictateurs. Comme moi je ne suis pas un magicien, j'avais du mal à comprendre ça. Maintenant je comprends que la magie c'est le pouvoir, il leur faut des dictateurs. Bon. Et donc je me suis fâché avec la FAP, j'ai fait des journaux, et un jour j'en ai eu marre, et j'ai fait un geste dont les gens se rappellent tout le temps. J'ai découpé ma carte de membre à FAP en 10 petits morceaux. Et je faisais des réunions de magie, et dans chaque lettre de convocation, il y avait un morceau de ma carte de membre, un dixième de ma carte. Et ben, mais les gens s'en rappellent 20 ans après. Et même un qui n'a pas eu ce morceau, mais mes gens m'ont parlé, m'a dit, regarde, on a fait des cartes plastifiées de membres, tu pourras plus la découper. Et comme il m'a dit ça, c'est 10 ans après. Des gestes aussi qui peuvent être le contraire. Quand Sycophante s'est arrêté,
au lieu de faire comme tous les journaux, de rien dire, de garder les sous, du reste des abonnements, j'ai remboursé chacun proportionnellement au nombre de numéros qui restaient avec des timbres. C'est-à-dire, si des gens, bon, c'était pas cher l'abonnement, c'était 60 francs. Et je remboursais l'un avec 3 timbres, l'un avec 10 timbres. Et ça a eu une image très forte, dont les gens sont toujours souvenus. Un autre geste, c'est une fois, bon, j'avais les cheveux un peu longs, je devais aller chez le coiffeur. Et tout d'un coup, je me dis, ben allez, je vais faire un numéro, chaque fois que je rate un tour, je me coupe une mèche. Et là, ça a eu un effet, mais 15 ans après, les gens, pareil, ils se rappellent plus ce que j'avais fait, mais tu t'en rappelles la fois où après chaque tour, tu coupais une mèche de tes cheveux. Et je l'ai refait sur le bateau cette année, pareil, je devais me couper les cheveux le lendemain, donc c'était pas important. Et j'ai vu encore que pendant 3 jours, les gens ne parlaient que de ça. Mais qui sont là, qui ne peuvent faire qu'une fois de temps en temps. Oui, mais ça ne vaut rien, parce que de toute façon, je devais me faire couper les cheveux. Mais c'est le symbole qui est derrière. C'est en fait Samson qu'on coupe la force dans les cheveux. C'est le sumo qui, quand il arrête son métier, son gros chignon, on le coupe au sabre. Le tabou et le symbole sont très proches. D'autres choses que j'ai fait, alors dans les concours à faire, je me suis présenté souvent, dont 2 fois qui restent les plus merveilleuses pour moi. Une fois sous un faux nom où j'ai joué le magicien nul. C'est-à-dire que j'avais vu tellement de choses dans les congrès, j'ai rassemblé des idées et j'ai fait un numéro, c'est Tafapi, mais les gens ne savaient pas que c'était moi. Tu étais déguisé? Ah oui, j'étais déguisé. En plus, ils ne m'avaient pas vu, j'étais arrivé que le dernier jour du congrès, donc j'avais dit de me mettre au concours à la fin. Et je faisais le magicien qui ratait tout, avec des tics, avec toutes les fautes qu'on voit. Et ça, c'était provocateur. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que le jury était partagé. Il y en avait, parce que je ne m'étais pas inscrit en comique. Sinon, ils auraient vu que j'étais fait exprès. Je m'étais inscrit en manipulation. Ou en magie générale. Et il y a la moitié qui avait trouvé ça très drôle, ce qui était le but, et de me mettre en magie comique où j'aurais eu plus de points. Mais il y a l'autre moitié qui était choquée, et qui ont dit Mimosa se moque de nous. Et ça vaut 0. T'as pas eu de prix ce jour-là? Si, j'ai eu un 3e prix, je crois. Pour ce numéro? Ah oui, pour ce numéro. Et puis une autre fois, j'ai présenté un numéro sur les sectes. Pareil, monté en 3 semaines, voilà, qui affolait tout le monde. Hein, mais je me rappellerai de Pierre Spiré qui était donc au rideau ce jour-là, qui a dit Hervé, si tu dérapes, je te ferme le rideau. Et moi, j'avais très peur parce qu'il y avait un avocat qui était là. Mais ça, c'est le rôle du clown. Là, il fait son devoir d'homme. D'accord. Le clown est un peu subversif quand même, c'est ça? Ah ouais, exactement, voilà. Le clown, ouais, subversif. Donc aujourd'hui, tu te sens plus clown que magicien dans ce rôle, finalement. Ouais. Mais ouais, le magicien, déjà je suis plus magicien. Tu aimes la magie, tu l'utilises? J'aime la magie comme un outil, comme j'aime le jonglage. D'accord, c'est un outil pour parfaire ton travail d'artiste en fait. Oui, c'est même en détachant. L'idéal en fait c'est de ne plus avoir besoin de tout ça. Alors Stanislas c'est un magicien belge qui n'est pas très connu en France, mais je crois que pour tous les magiciens belges qui marchent donc aujourd'hui, comme le Tarmac, comme Sourdeau et tant d'autres, c'est notre père à tous, quoi. C'est-à-dire que le style de Stanislas, sa manière de faire du spectacle, elle a quand même déteint sur nous, quoi. Quand des gens me voient moi, qui voient Xavier Sourdeau ou Stanislas, on sent que c'est la même famille. C'est le fondateur, il a été à l'origine un peu du Cirque du Soleil. Il a travaillé avec Franco Dragon quand Franco Dragon n'était pas encore connu. Et en Belgique, il a fondé le Cirque du Trottoir. Donc là aussi, c'est le cirque, mais c'est aussi la rue. C'est-à-dire que je l'ai connu, je crois, en 90 ou non, en 92 dans une convention de jongleurs. Et puis on a travaillé ensemble. Et
j'ai beaucoup appris avec lui pour être prêt en 5 minutes. Je crois qu'avec Stanislas, on a fait pendant une dizaine d'années un spectacle, on était tous les deux sur scène, avec un musicien. Et on était prêt en 10 minutes. Et on faisait 1h10 de spectacle dans le théâtre, de magie pour enfants, mais il n'y avait pas que des enfants. Et c'est là qu'il m'a dit une grande phrase qui est dans mon livre, que la magie pour enfants, c'est en fait se servir des enfants pour amuser les adultes. Et ça, c'est tellement vrai que je pense qu'un bon spectacle pour enfants doit toucher à 2 niveaux les 2 publics. Le public des enfants au premier degré, mais aussi au second degré, le public d'adultes qui est souvent là. Et on s'entendait bien parce que c'était la même énergie. Et le concept d'énergie, ça vient de la rue aussi. Ça. On peut avoir un spectacle de rue qui n'est pas très bon, mais pour tenir les gens, il faut rayonner une énergie. Donc on se donne vraiment. Et Stanislas avait aussi des dons pour improviser en temps réel avec les enfants. Là, c'était impressionnant. Bon, il y avait des phrases clés qu'on connaissait tous entre nous, mais à certains moments, il était vraiment là et c'était formidable parce qu'il sortait la phrase qui faisait rire tout le monde et qu'il fallait sortir précisément. Et la base de sa magie pour enfants, c'est celle qu'on pratique. Il n'y a pas de gros décors, il y a des bulles de savon, il y a des ballons, il y a la participation des enfants, il y a des textes marrants. Voilà. Et donc j'ai travaillé 10 ans avec lui. En Belgique, j'étais partout. En magie pour enfants, justement, il y a souvent l'influence anglo-saxonne qui consiste effectivement à faire venir l'enfant sur scène, à faire du stand-up peut-être, je sais rien comment on peut dire ça. Alors que souvent en France on a peut-être une autre vision où il faudrait toujours intégrer dans une histoire. Est-ce qu'il y a des règles à ton avis précises dans la magie ou le spectacle pour enfants? Ah bon, alors ça c'est des choses qui m'énervent un peu là, de dire des histoires pour les enfants, ou alors de dire je vais faire un tour de cartes, mais je sais que les tours de cartes ça va pas pour les enfants, alors j'ai remplacé l'as de pique et le 5 de trèfle par un cheval et un canard. Moi je fais un tour de cartes qui marche très fort sur les enfants, c'est Homing Card de Fred Capps, la carte noire qui revient tout le temps. Même les enfants de 5 ans, 6 ans, ils sont captivés par ça. Et j'ai pas mis des canards et des oies sauvages sur mes cartes. Mais il y a plusieurs sortes d'enfants. L'âge intéressant aussi, c'est les 4-5 ans. Mais ça donc j'ai écrit dans mon livre, il y a toute cette théorie-là, il y a toute la théorie qui n'a été écrite nulle part ailleurs. Mais ça j'ai appris avec Stanislas, c'est la théorie du double canal. Ça c'est passionnant. C'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas tout ce qu'on dit. Donc il réagit à d'autres phénomènes, à votre regard et à vos gestes. Et le public d'adulte qui est dans la salle, il réagit plus à votre texte. Et là, vous faites des choses extraordinaires, parce que l'enfant, il réagit de façon aberrante. C'est ça qui est drôle. C'est parce que ce qu'on dit à l'enfant par son regard et ses gestes va être en complète contradiction avec le texte que l'on dit pour les adultes. Et quand on gère ce double canal, c'est passionnant. Mais là, on se sert de l'enfant pour faire rire une salle d'adultes. Sinon, pour les petits-enfants, c'est beaucoup... bon, je commence à m'intéresser à Dolto, parce que là, c'est le centenaire, là, donc il va y avoir des congrès, il va y avoir beaucoup de films au mois de novembre, où Dolto, en gros, c'est le bébé est une personne, et les bébés comprennent ce qu'on dit, alors qu'ils ne comprennent pas le langage, mais ils assimilent ce qu'on dit. Donc il y a des choses très intéressantes, ils sont télépathes, on peut communiquer beaucoup avec les enfants par le regard et le toucher. Donc il faut s'intéresser à ça. Mais là, c'est les petits, là. C'est je veux dire 3-4 ans. Après, vous avez 5-6 ans, c'est autre chose. Et puis, comme je dis après, à partir de 8 ans, c'est plus des enfants, vous pouvez faire tout votre spectacle pour adultes. Mais les enfants, moi, c'est-à-dire, il faut être aimé par les enfants.
Moi, je suis dans un pays à l'étranger, je suis dans une piscine, donc j'ai pas d'accessoires de magie, et sans rien faire, j'ai les enfants qui viennent à moi, juste par le regard. Et ça, pareil, ça vous l'avez ou pas, quoi. Les enfants n'ont pas peur de moi. Ou alors j'arrive dans une salle, même si j'accompagne d'autres, et ils me disent en me voyant, oh le clown. Même si c'est un autre qui doit être là pour le spectacle, ce qui le vexe, parce que le clown, son statut et pas être moche. Donc les enfants vous déchiffrent. Pour ça, dans une salle d'enfants, il ne faut pas rentrer trop vite. Les enfants voient tout, mais ils ont besoin de plus de temps. Par exemple, j'ai une cravate en poisson. Quand je rentre dans une salle, les adultes ils ne la voient pas. C'est les enfants qui voient. Les adultes sont habitués, l'artiste rentre et parle. Pour les enfants, il faut les apprivoiser. Donc on rentre, on fait des choses muettes parce que les enfants décryptent. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un gentil? Qui sait? Voilà. Et ça se passe par beaucoup de choses de non-dits, pour pouvoir après les prendre sur scène. Parce que c'est vrai que si le premier enfant dit non, c'est fini. Ou alors vous pouvez tricher et vous allez prendre un 12 ans. Hein, mais là, c'est pas de la magie pour enfants, c'est un moyen détourné. Alors, le premier conseil que je vais répéter, c'est avoir quand même à la base le don de présence. Sinon, ça va être très long pour vous, 40 ans jusqu'à la retraite. Ça s'apprend ça ou pas du tout? Non, ça s'apprend pas. D'accord, donc on l'a ou on l'a pas? Non, et il y a beaucoup de gens intelligents, même qui passent à la télé, qui ne l'ont pas. Et c'est le drame de toute leur vie. Ensuite, bon, il y a quelque chose où je me suis fâché très tôt avec beaucoup de gens, c'est le concept amateur professionnel, qui pour moi ne veut rien dire du tout. J'aime tellement faire de choses différentes. Bon, c'est que c'est pas une honte de faire autre chose. Il n'y a qu'en France où un magicien ne fait que son métier. Dans d'autres pays comme le Japon, tous les artistes ont un autre métier, parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'ascédique, il n'y a rien. Donc faites ce qui vous plaît. Hein, parce que vous pouvez changer en cours de vie, faites vraiment ce que vous aimez, mais n'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais. Toujours lisez, pratiquez, apprenez les langues, mais tout sert. Tout sert. Et enfin, voyez plusieurs styles de magie, parce qu'au début, on ne sait pas ce qui nous correspond. Et même, bon, donc, il faut faire plusieurs styles de magie, et même aller dans les clubs pour se produire. Parce que, ouais, il faut vous produire. Au début, il faut en faire tous les jours, même quand vous n'aimez pas. C'est-à-dire qu'avoir la technique et le talent n'est pas suffisant, il faut une phase où vous devez travailler tous les jours devant un vrai public. Ça, c'est important. Et on apprend aussi, rien qu'en voyant dans les congrès. Moi, comme d'autres, en général, j'essaye de bloquer la date du congrès. C'est-à-dire que je loupe des spectacles, mais je bloque exprès pour pouvoir aller dans les congrès. Et là, j'apprends beaucoup de choses. Rien qu'en regardant les autres, il y a des choses qu'on assimile et c'est important aussi. Comment un jeune magicien peut travailler tous les jours? Il va aller dans la rue, il va aller dans le... Alors, donc avant, il y avait les cabarets. Ouais. Même moi, à mes débuts, j'ai essayé d'entrer dans les cabarets, mais bon, il s'est fait que j'ai pas frappé à la bonne époque et tout. Et bon, finalement, parce que les cabarets, j'ai tout fait, les écoles, les cirques, les restaurants, le close-up, et le cabaret, j'en fais 2 fois par an. Je remplace, donc comment ça s'appelle, Arsène, 2 fois par an au maximum. Non, c'est pas l'Arsène, c'est Arsène, qui n'est pas connu, que j'ai essayé pendant 7 ans de faire venir donc au gala du CFI pendant 7 ans, et qui n'aime pas les magiciens, donc qui n'est pas connu d'entre eux, mais qui a un talent monstre, et que j'ai vu à ses débuts. Voilà, donc je le remplace 1 ou 2 fois par an, mais les cabarets, c'est trop tard pour moi, mais j'aime bien une fois de temps en temps. Alors vous avez la rue, effectivement, la rue c'est l'été, hein, ouais. Bon, où il y a, si Bébel est devenu Bébel, c'est quand même grâce à la rue. Bébel qui est sans arrêt entre mai, juin, juillet, tout septembre, pratique son art, c'est quand même devenu un maître. Et sinon, mais vous savez, si on est vraiment fait pour ce métier-là, les portes s'ouvrent. Je crois qu'on a toujours la chance,
au bon moment. Je l'ai tellement vu. Alors qu'en informatique, où j'étais doué, j'étais plus doué pour l'informatique et au contraire, combien de portes se sont fermées, et dans le spectacle, des portes se sont ouvertes. Donc il y a un aspect de destin quand même. Ouais, je pense que